suis ravi de vous emmener vers un voyage vers le futur sur les nouveautés en percutané coronaire. Si on peut mettre les diapos, s'il vous plaît. Alors, pourquoi les nouveautés, en fait, c'est un champ assez vaste. Est-ce que c'est des nouveautés qu'on a récemment mises en place? Est-ce que c'est des nouveautés qu'on est en train de mettre en place ou des nouveautés à venir prochainement? Et puis pourquoi des nouveautés? Pourquoi est-ce qu'il y a cette folie de toujours avoir du nouveau? Pour ça, il faut savoir où on est actuellement et d'où on vient. Donc, premier enjeu plastique au ballon seul par Andrea Grunzing en 77. Et puis, grosse publication après grosse publication. La technique s'est franchement améliorée sur le plan matériel, technique et l'environnement pharmacologique. Ce qui a permis d'améliorer les TLF. Les TLF, il faut retenir pour la suite du topo, c'est Target Lesion Failure, c'est des défaillances sur le site dilaté. Donc quand on dilate un site, on regarde à 12 mois si ce site repose problème et on compte les problèmes. À l'époque, il y avait 21% de problèmes à 1 an et aujourd'hui, avec toutes ces améliorations, on tombe à 1,9% vers 2017. Ce qui est très peu sur le plan relatif, mais sur le plan au vu du volume de patients qu'on dilate, les chirurgiens ont raison de nous le reprocher, ça fait dans l'absolu, ça peut faire beaucoup, c'est une vingtaine de patients par an au CHU par exemple. Et donc il y a des défis actuels pour améliorer tout ça, avant, pendant et après l'intervention. Avant, c'est ce que vient de présenter le professeur Steig, c'est déjà de mieux distinguer les patients à traiter des patients à ne pas traiter, ceux qu'on traitait effectivement à temps actuellement, ceux qu'on traitait mais finalement inutilement, il faut qu'on arrête de les traiter, et peut-être d'autres qu'on ne traite pas à temps et qu'il faudrait qu'on arrive à cibler plus précocement. Pendant l'intervention, ce qu'on veut, c'est baisser toujours plus les complications et baisser les fameux TLF. Avec améliorer la formation, la planification des procédures, améliorer le matériel et être toujours de moins en moins invasif. Donc dans l'idéal l'avenir du percutané, dans l'idéal, c'est la disparition du percutané, un peu comme l'évolution de l'histoire sur le rack serré. Avant, c'était surtout la chirurgie, maintenant c'est surtout du TAVI, et vous savez que maintenant il y a des techniques en développement assez dynamiques sur le traitement non invasif du rack serré. Après la procédure, il y a également plein de questions qui ne sont pas totalement répondues et sur lesquelles il faut qu'on progresse. Alors déjà, il faut sans arrêt, on comprend de mieux en mieux les choses. L'avenir, c'est déjà mieux comprendre les choses. Et par exemple, sur la microcirculation, dont a parlé Julien Hadjedj, c'est quoi le rapport entre la microcirculation, le Far West, le ventricule droit et la matière noire? C'est que tous, on les a un peu négligés parce qu'on avait un peu du mal à les explorer. Mais comme dit Marie Curie, rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. Et en fait, depuis qu'on comprend mieux la microcirculation et qu'on arrive à l'évaluer, on découvre qu'on a plein d'armes thérapeutiques pour améliorer des patients qui étaient avant, peut-être à tort, rangés dans la case psychiatrique. Dans les choses qu'on comprend mieux également, la vulnérabilité de la plaque, ça c'est encore actuellement en développement, et il y a des études qui sont faites sur l'étude du cabossage de la paroi artérielle avec le stress radial de l'artère. En fait, quand on regarde une angiographie, l'intelligence artificielle, il y a des outils qui sont déjà développés et qui peuvent étudier le cabossage et en fonction de l'intensité du cabossage, peuvent prédire si cette plaque est dangereuse ou pas. Et vous voyez que ça, c'est les ratés de nos prédictions. Donc, c'est les patients pour lesquels on avait dit cette plaque n'est pas dangereuse, et en fait, elle l'a été. Donc, en bleu, c'est quand on a regardé juste la coronarographie visuellement. Et vous voyez qu'en fait, quand on fait ça, on se trompe dans 11% des cas. En fait, sur 100 lésions qu'on avait dit pas dangereuses, en fait, il y en a 11 qui vont quand même mal terminer. Quand on rajoute une étude hémodynamique non invasive, la QFR, où on regarde, c'est comme une FFR non invasive, là on commence à être meilleur, et déjà il n'y en a plus que 5,6% qui vont poser problème, dans celles qu'on avait dit qui ne poseraient pas problème. Et quand on ajoute l'étude du cabossage de la paroi, là on est bien meilleur, et il n'y a plus que 2,9% des lésions qui vont effectivement poser problème. Et donc on va peut-être arriver à une meilleure sélection des patients à traiter. Et donc, dans le passé, quand on regardait une angiographie, on regardait visuellement, serré, pas serré. Et donc, c'est une évaluation simplement visuelle. Et en fait, dans l'avenir, des outils qui sont déjà développés actuellement, tous ne sont pas encore dans toutes les salles de KT, mais c'est notamment avec l'intelligence artificielle, une évaluation quantitative, longueur, diamètre, une évaluation hémodynamique, une FFR non invasive, l'évaluation de la microcirculation juste sur une image d'angiographie comme ça. Maintenant, il y a des outils qui peuvent faire une étude de microcirculation qui sont déjà en développement avec des preuves qui sont
commence à être intéressante, et cette fameuse étude de la vulnérabilité de la plaque en regardant le cabossage de la paroi. En termes de matériel technique, les nouveautés, ça n'arrête pas. Pour les bifurcations, on se pose toujours la question de quelle est la meilleure technique. Les stents, il y en a un nouveau qui sort tous les 6 mois, ils sont toujours de plus en plus performants. Dans la lutte contre le calcaire, il y a toujours de nouveaux outils, par exemple là, les ballons Shockwave qui délivrent des ultrasons très puissants et qui permettent d'aller briser en profondeur la plaque calcaire. L'atérectomie orbitale, un peu concurrente de l'atérectomie rotative. Et toujours dans les consommables, voilà. Et toujours des nouveaux consommables, des guides, des microcathéters, des cathéters d'extension par dizaines, et qui permettent de se sortir de situations difficiles et d'inventer de nouvelles techniques et parfois qui nécessitent de faire des pirouettes techniques, comme par exemple ici, c'est une technique de dissection réentrée. Là, il y avait une occlusion coronaire chez un patient symptomatique avec une ischémie importante. Et vous voyez que là, on n'arrivait pas à passer le guide en vraie lumière. Et du coup, on a mis un guide, on a déchiré l'intima pour aller shunter l'occlusion par l'intima. Et une fois qu'on a dépassé l'occlusion, on va redéchirer l'intima pour retrouver la vraie lumière. Et grâce à un ballon spécial qui s'appelle le Stingray. Et ensuite de stenter vraie lumière, fausse lumière, puis vraie lumière, et de récupérer ainsi l'artère. Ça, c'est la dissection réentrée. Et ou les techniques rétrogrades. Pareil, ça, c'était une patiente pontée avec tous les pontages bouchés, sauf un petit bout de saphène qui nous a permis de mettre un guide qui venait de la jambe droite, qui passe dans la coronaire droite, qui fait le tour de la coronaire droite, qui va passer par le petit bout saphène en bas, qui remonte vers la circonflexe. Et là, vous voyez qu'il essaye de repasser vers le tronc commun. Et une fois que le guide a passé par le tronc commun, on va le récupérer avec ce lasso et le faire sortir par la jambe gauche. Donc il y a un guide qui fait jambe droite, tour du cœur, jambe gauche. Et là, le tour est joué, on va pouvoir recanaliser le réseau latéral. Dans les nouveautés en percutanée coronaire, l'histoire ne se répète pas, elle rime. Donc ça, en fait, c'est toutes les vieilles techniques enterrées, abandonnées, pour lesquelles on est en train de se reposer la question, mais en fait, est-ce que c'était pas une bonne technique ? Qu'elles avaient été enterrées à cause d'études qui étaient en leur défaveur. Et en fait, il y a de nouvelles études, en se posant des techniques un peu différemment, qui remettent un peu au goût du jour, par exemple, les techniques de ballon seul pour éviter de mettre du métal, la thromboaspiration qui avait été également enterrée il y a quelques années, qui est peut-être qui reviendra peut-être dans l'avenir, flusher les noriflow, qui est une vieille recette de grand-mère qui récemment a été prouvée par plusieurs papiers, les bénéfices cliniques, et puis les stents biorésorbables qui avaient été un peu enterrés également parce que probablement les plateformes n'étaient pas assez performantes, et maintenant il y a une nouvelle plateforme qui arrive avec des nouvelles preuves. Donc voilà, l'histoire ne se répète pas, elle rime. On remercie l'IA qui a généré toutes ces images. On ne peut pas ne pas dire un mot sur la robotique, qui n'est pas dans toutes les salles de KT. Il y a moins d'une dizaine de salles en France qui se sont déjà équipées. Et donc vous voyez, là, le patient est connecté avec un robot, et le cardiologue interventionnel est derrière la vitre et pilote le guide avec un joystick, ce qui augmente très franchement la précision de navigation. Il suffit de jouer avec le joystick pendant 3 secondes pour se rendre compte que la précision elle est vraiment très, très intéressante, et qui diminue très fortement l'exposition aux radiations. L'avenir, c'est aussi de transformer le contrôle qualité. Caricaturalement, avant, on larguait un peu les stents. Donc c'était bouché, on met un stent, on regarde si c'est correct, angiographiquement, on s'arrête. Et maintenant, toute la jeune génération de leur compte rendu, d'ailleurs, ils mettent bon résultat angiographique. En fait, c'est un bon réflexe parce que, en fait, en angiographie, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et en fait, quand on regarde les fameux TLF de tout à l'heure, donc les Target Lesion Failure, à chaque fois que finalement notre lésion nous pose problème dans les 12 mois, et qu'on regarde et qu'on fait de l'imagerie endocoronaire, soit par échographie endocoronaire, soit par OCT, mais dans 92% des cas, on se rend compte qu'en fait, il y avait effectivement un problème mécanique qu'on n'avait pas vu angiographiquement. Et en fait, peut-être que l'avenir, ça va être ne pas attendre que la lésion pose problème pour aller faire le contrôle qualité. Et maintenant, quand on va larguer un stent, il y a énormément de papiers qui sont sortis dessus et qui changent nos pratiques petit à petit. Nous, on a un budget d'imagerie endocoronaire qui est en train d'exploser parce qu'il faut qu'on contrôle mieux ce qu'on a fait en endocoronaire.
Et l'OCT, on voit à l'intérieur de l'artère comme si on y était, et on peut se rendre compte, ici par exemple, qu'il y a une sous-expansion très importante du stent, et en fait on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on aille retravailler le stent avec des ballons spéciaux. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont déjà en train de changer les choses. Le simulateur, vous avez pu essayer derrière, et c'est pas seulement ludique, c'est dans la formation des jeunes médecins, surtout pour les techniques les plus complexes, ça peut être extrêmement intéressant, et c'est déjà en place. L'imprimante 3D également permet déjà de résoudre des problèmes et d'aider dans la planification. On a également un travail, on est en train d'imprimer des anomalies de connexion coronaire en 3D par exemple, et les hologrammes et réalité augmentée peuvent aider dans la visualisation et le repérage 3D en paire procédure. En coronaire, c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, et pour les staffs pluridisciplinaires. Quand vous rassemblez de l'IA et par exemple notre robot de tout à l'heure, notre robot de Coro, eh ben, on peut imaginer qu'on arrivera à faire des robots autonomes. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais en coronaire. Mais vous voyez que le robot autonome, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Là, c'est des robots qui vont piocher dans votre frigo et qui vont vous faire un plat que vous lui aurez demandé. Ça, c'est le robot Tesla qui est assez récent et qui construit des robots. Voilà. Et ça, pour vous montrer la confiance que les Américains ont dans leurs robots autonomes. Donc là, c'est à gauche, c'est un Américain, et à droite, c'est un pantin. Et on va demander au robot autonome de tuer le pantin et pas l'Américain. Et tac. Et tac. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Bon, heureusement, il y est arrivé. L'Américain a sursauté quand même, hein, on a vu. Et donc l'IA, ça va vraiment arriver en force. Là, dans le plus gros congrès mondial de cardio-interventionnel qui a eu lieu il y a 15 jours, il y a eu 6 présentations sur l'IA, par exemple. L'IA, elle va intervenir partout. Elle est déjà présente dans pas mal de nos outils qu'on utilise déjà au CHU, avant, pendant et après la procédure. Et pendant la procédure, peut-être la robotisation autonome également. Tout cet accompagnement IA nous aidera dans la rapidité, dans la précision et dans la reproductibilité de nos diagnostics et de nos procédures. Là, c'est dernière diapo sur un peu retour vers le futur. Pareil, ça c'était vraiment de la science-fiction, mais sauf qu'il y a des choses qui sont déjà en cours de développement avec déjà des réalisations pour des buts qui sont très, très honorables, par exemple la régénération tissulaire et le ciblage de l'athérome. Les moyens sont un peu plus inquiétants, notamment les xénobots qui sont des êtres vivants totalement artificiels et avec de l'IA injectée, et dans leur projet d'injecter ça dans le corps humain pour cibler l'athérome. Donc ça c'est un tout petit peu plus inquiétant. Mais voilà, en tout cas je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à ce que l'évolution du progrès dans les 5 prochaines années ressemble à celle des 5 dernières années. Je pense que le temps s'accélère. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Ouais. Pour une éventuelle salle de KT à Saint-Pierre, est-ce que tu projettes de faire du télétravail? Non, mais on s'est posé les questions. On s'est posé la question pour par exemple pour des lieux comme Mayotte. C'est vrai que ça aurait pu avoir du sens, mais on s'est posé la question comme ça juste pour réflexion, parce qu'effectivement, techniquement, la robotique à distance est déjà possible. Mais voilà, on l'avait effectivement évoqué comme ça. Ouais, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça demande une énergie là que très importante. Pour l'instant, c'est pas encore réalisé, pas encore fait. Hein.